Eh bien, pour poursuivre dans ces réflexions, je vais présenter le prochain panéliste. C'est un citoyen actif dans la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Dans son intervention, il rappellera le rôle de l'État dans le développement de Madagascar. Ensuite, il mettra en lumière la situation de Madagascar en matière de gouvernance et apportera ainsi le point de vue citoyen sur la corruption, les privilèges et les immunités pour permettre aux représentants de l'État de mieux saisir et de satisfaire les attentes citoyennes. Enfin, il axera un ensemble de recommandations visant à rattraper le retard de l'administration malgache en matière de bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le directeur exécutif de l'ONG IFRAR, M. Rasson Ehri. Allô, allô. Oui, merci beaucoup, Madame Sabrina, de m'avoir présenté. Et encore une fois, merci beaucoup à l'AENA et l'ANZA pour cette opportunité aujourd'hui de vous présenter le point de vue citoyen par rapport aux services que fournit l'État de façon générale. Donc, première question, ça va? Oui, j'espère que oui. Donc, vous aurez à me supporter pendant environ 10 minutes, pas plus, je vous rassure. Donc la première question qui se pose, servir l'État. Servir l'État. C'est plutôt servir l'État. Et qui est derrière l'État en gros? Derrière l'État, il y a ce qu'on appelle les élus et les agents publics ou les fonctionnaires de façon générale. Et quelle est leur mission de façon générale? Je vous la pose à vous tous. Ça a été déjà mentionné par monsieur le conseiller de coopération, monsieur Patrick Pérez tout à l'heure. Et le mot-clé, c'était quoi? Développement. C'est bien ça. Donc si on était une équipe de football, marquer un but, ça voulait dire quoi? C'est faire un développement en gros. C'est ça. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Mais pour arriver à un développement, excusez-moi, mais c'est vraiment le parcours d'un combattant. Et moi, en tant qu'économiste de formation, je puis vous dire que le parcours d'un pays pour aller vers le seuil d'un développement, c'est vraiment dur. Et pour Madagascar, je pense qu'on n'y est pas encore, hein, on est encore très loin. Et le but ultime de l'État, c'est d'arriver à un développement. Mais avant d'arriver à un développement, que faut-il faire? Donc il faut encore arriver à ce stade de croissance, c'est-à-dire créer de la richesse. Créer de la richesse dans les différents secteurs, dans l'industrie. Entreprendre, etc., etc. Une fois que la richesse elle est créée, il faut savoir faire en sorte que cette richesse soit distribuée. Et l'État, de la croissance vers le développement, joue un rôle important. C'est-à-dire, je suis économiste de formation, et excusez-moi pour la déformation, il y a par exemple le multiplicateur keynésien. Levez la main ceux qui ont entendu parler de ça. Oui, le multiplicateur keynésien, c'était encore au temps des États-Unis, John Maynard Keynes qui parlait d'investir énormément à travers l'État, qui multipliera en plus les investissements, qui aura ensuite un effet sur le secteur privé. Et donc en gros, ça pour dire que la croissance économique, elle est soutenue par l'État. Et le développement, pour faire la distribution des richesses, il faut s'assurer que l'État, le gouvernement, le pays puisse avoir un minimum de capacité d'absorption, parce que peu importe le montant de l'investissement que l'on sort, si on a zéro capacité d'absorption, excusez-moi, l'argent, il est jeté par la fenêtre. Et donc, c'est par rapport à l'histoire de croissance, à ces deux concepts, la croissance et le développement, que j'enchaînerai ma présentation en quoi est le rôle d'un élu, d'un agent public. Et toutes les réformes qui ont été entreprises durant les 60 dernières années se sont axées autour du concept de croissance et de développement. Et donc sans plus tarder, je vais enchaîner avec ma présentation et faire une petite anecdote.
Donc, je ne sais pas pour vous, mais 20 ans auparavant de cela, si on m'avait posé la question que devrait être l'État de Madagascar en ce temps-là, moi j'aurais dit quelque chose comme ça. C'est pas mal, non? C'est pas mal, hein? Mais hélas, entre la théorie et la réalité, il y a toujours pas mal de gap. D'accord, alors permettez-moi d'enchaîner avec la suite. Ouf, ça va être lent, hein? Non, je vous rassure, ça va être très court. C'est 60 ans d'histoire de Madagascar, résumée par une histoire de croissance économique. En fait, la croissance économique, elle résume et raconte toute une histoire. Et moi, je dis que l'histoire, elle peut être racontée en 5 minutes maximum. Donc, du coup, après 1960, Madagascar a eu son indépendance. Et comme vous le savez, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'on a eu notre développement, notre paradis. Et pourquoi? C'est une question qui se pose, un énigme, un paradoxe, qui a fait l'objet d'un ouvrage. Et je vais résumer en quelques instants cette histoire. Donc du coup, en 1960, une fois qu'on a eu notre indépendance, on a été dans une ère d'indépendance qui était un peu caractérisée par un libéralisme économique qui s'est arrêté en 1972 parce que on a réclamé un peu plus d'indépendance vis-à-vis de la France. Et là, chaque année, à partir de cette année, 1972 environ, chaque décennie, on a eu des crises politiques. Sinon, l'exception par rapport à tout ça, c'est que cette année, on a quand même une crise, mais ce n'était pas une crise politique, c'était une crise Covid-19. Et donc, après cette crise de 1972, on a enchaîné, on a essayé de trouver comment faire en sorte pour essayer d'avancer un peu plus. Donc on s'est tourné vers le socialisme, dans cette époque où on a voulu investir énormément dans l'industrie, où je ne sais pas qui parmi d'entre vous connaissez ces histoires d'éléphants blancs, comme la Société d'intérêt national des produits agricoles, Somacodis, ces grandes entreprises, ces grandes sociétés qui faisaient la fierté de l'État en ce temps-là, mais qui en réalité ont fait faillite par manque de débouchés. Et puis plus tard, parce qu'on s'est endetté énormément pour financer ces grandes sociétés, du coup, on a eu un effet négatif, on a eu une croissance économique négative aux environs des années 1980. Donc du coup, l'État malgache, avec tous les pays du monde, se sont concertés qu'il fallait un changement énorme pour changer le monde. Et du coup, vers les années 1990, et beaucoup d'entre vous ont pu bénéficier de ont vécu cette époque, c'est notamment la politique d'ajustement structurel. Cette époque où on nous exigeait, nous les pays en développement, de corriger notre manière de diriger le pays. On a dû réduire l'effectif des agents publics, notamment au niveau du secteur social, à réajuster l'équilibre budgétaire. Tout ça, on a entrepris. Et voilà, ça a donné petit à petit à 2 générations de réformes, notamment vers les années 90, début des années 90 et vers la fin de l'année 2000. Donc, on a encore une fois une crise politique en 1991, puis qui a mis en place une transition, etc. Ça, j'en passe. Mais après, petit à petit, nous sommes entrés dans les années 2000, notamment les 21e siècle que nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé depuis? Alors la première chose, si moi on me posait la question qu'est-ce qui aurait pu changer, c'est notamment les réformes en matière de finances publiques qui ont été insérées par la loi organique sur la loi des finances en 2004. Grâce à cette loi, je pense qu'on a vraiment pu avancer en termes de gestion des finances publiques. On a pu mettre en place les SIGFP, Sidonia++, SIGAMP, etc. Tout ce qui concerne la gestion des finances publiques. Et donc, en gros, on a pu avancer un peu plus sur ce côté-là. C'était pas à partir des années 2000, mais après on a quand même eu quelques reculs depuis à partir de 2009. Et vous verrez la raison pourquoi. Maintenant, voilà l'historique de la croissance économique, le lien entre la croissance économique et ce qu'on appelle les réformes de l'État de façon générale. Et pour continuer, on a également, au niveau des années 2000, commencé à parler de
gouvernance, de lutte contre la corruption. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant de stimuler la croissance économique, de créer l'investissement et tout ça. Il fallait faire en sorte que l'argent qui était créé, la richesse qui était créée, arrivait réellement dans les poches des bénéficiaires. Et donc, on a commencé à adhérer aux conventions internationales sur la lutte contre la corruption. On a commencé à avoir la loi sur la lutte contre la corruption, un arsenal important de lutte contre la corruption pour permettre que l'argent, que l'État investit, que les partenaires techniques et financiers investis arrivaient réellement là où il fallait arriver. Cela étant, jusque-là, je ne pense pas que ce soit réellement arrivé et que la capacité d'absorption de l'État soit réellement arrivée au top. Alors, durant les 10 dernières années, si on analyse l'indice de perception des corruptions, là aujourd'hui, selon l'indice de perception de corruption de Transparency International en 2019, nous sommes actuellement au rang de 158e sur 180, avec un score de 24 sur 100. D'accord. Plus c'est petit, le moins c'est. Et plus le rang est, moins c'est. Ensuite, maintenant, si on se réfère un tout petit peu par rapport au monde entier. Là, vous allez voir que Madagascar est également orange et suit la tendance orange actuellement. Et la couleur orange n'est pas forcément une bonne nouvelle ici. Pourquoi ? Parce que selon Civicus, un monitoring de la société civile, c'est-à-dire la société civile, elle collabore à travers les pays dans le monde. Et il y a pas mal d'indicateurs qui ont été mis en place, mais toujours est-il que Madagascar, par le fait, par exemple, qu'un activiste environnemental, en dénonçant les abus, ait été emprisonné, tout ça, ça a été pris en compte, et de ce fait-là, Madagascar fait partie des Madagascar Repressed, dans la catégorie Repressed. Encore une fois, je continue. En termes de Open Government Partnership ou de partenariat gouvernement ouvert, environ 95 pays à travers le monde ont signé, ont adhéré au partenariat gouvernement ouvert. Il me semble-t-il, et excusez-moi si j'ai tort, mais le ministre des Affaires étrangères de la dernière mandature avait déclaré publiquement que Madagascar allait adhérer au partenariat gouvernement ouvert. Ce partenariat gouvernement ouvert, en fait, c'est un engagement de l'État malgache à augmenter la disponibilité des informations sur les activités gouvernementales, à soutenir la participation civique, à mettre en œuvre les plus hautes normes d'intégrité professionnelle dans toutes nos administrations et accroître l'accès aux nouvelles technologies dans un esprit d'ouverture et de responsabilité. Et pourtant, à ce jour, Madagascar n'est pas encore éligible au partenariat gouvernement ouvert. Pourquoi ? Tout simplement parce que Madagascar n'a pas encore adopté la loi sur l'accès à l'information. Encore dommage, mais une bonne nouvelle, elle est en gestation. On espère que cette loi puisse être abortée durant la session ordinaire du Parlement prochainement. Maintenant, je vais vous poser une question. Connaissez-vous Flash ? Oui, c'est un acteur de Zootopia en gros, et ça caractérise selon moi comment est notre administration de façon générale. Donc comme vous voyez dans la scène suivante, et vous l'aurez vécu tout au long de quand vous allez fréquenter les différents services des administrations publiques de façon générale. Devant vous, un agent public, c'est pas forcément vrai, hein. Il y a quand même des agents publics qui agissent bien, qui travaillent bien. Mais bon, c'est de façon générale. Donc ce gars, il s'appelle Flash. Quand il travaille, tu entres le matin et puis tu ne ressors que le soir, quand tu entres dans sa porte. Et lui, par contre, il a, comme vous voyez, une jolie tablette, comme moi, et je m'appelle Flash. Ouais. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même pas mal de choses à améliorer à Madagascar. Il y a des avancements notamment, et là, permettez-moi de citer les relations administrées à Madagascar. Je vais citer assez rapidement. Selon le rapport de Doing Business 2020, Madagascar est au rang de 161 et avec un score de 47,7. Et notamment en termes de création d'entreprises, on est pas mal en avance parce qu'on est juste après la Maurice. Madagascar, avec un score de 85 sur 5,5, arrive juste après Maurice. En termes de permis de construire, là, on est loin derrière, les gars. Donc Madagascar est au rang de 182.
avec un score de 35,9. Après, en termes de raccordement à l'électricité, l'introduction de l'électricité dans chacun d'entre nous, chez nous, je mets en mode silence l'histoire de Jirama. Là, je raconte juste l'histoire d'introduire l'électricité chez vous. Donc, chez nous, on est très loin avec la moyenne régionale de l'Afrique subsaharienne. Ensuite, permettez-moi de parler un tout petit peu des dysfonctionnements par rapport à l'administration de mon point de vue et d'un point de vue citoyen. D'accord. Donc, il y aura 4 points, 5 points que je vais citer de façon générale, parce qu'il y a encore quelques amis qui vont encore parler tout à l'heure. Donc, de façon générale, il a été cité par Madame la conseillère tout à l'heure, l'histoire, le point de vue, l'hiérarchie. Cette hiérarchie, elle est vraie, notamment par rapport à l'administration, au sein de l'administration. Mais permettez-moi de vous rappeler que l'agent public, l'État, s'est engagé à servir le peuple et non pas à asservir le peuple. Et généralement, quand nous allons tous dans un service public, on a l'impression que c'est tout le temps l'inverse. Donc du coup, il y a, là encore une fois, je vous dis, ce n'est pas forcément tous les cas partout. Mais il y a quand même des cas qui vous font pleurer. D'accord, oui, très bien. Donc je vais enchaîner avec les premières minutes. D'accord, il y a une phrase d'Albert Einstein qui disait « L'État est notre serviteur et nous n'avons pas à être ses esclaves ». C'est une phrase qui fait réfléchir. Et en gros, ça vous fait réfléchir énormément au réel sens. Est-ce que quand on voulait rentrer à l'administration, c'était pour servir l'État ou pour asservir le peuple? C'est une question que je me pose à tout le monde. Parce que quand on parle de corruption, il s'agit encore de l'administration publique qui est encore la plus corrompue jusqu'à maintenant. Et en termes de sanctions, jusque-là encore en termes de corruption, on ne voit pas encore le fruit de l'investissement dans la lutte contre la corruption. Et là, vous voyez que, en termes de sanctions, vous voyez que les simples citoyens sont les plus sanctionnés par rapport aux agents publics. Encore une fois, par rapport à l'histoire de corporatisme au sein de la magistrature spécifiquement, je ne vise personne, mais parce que je travaille dans la justice administrative, dans la promotion de l'intégrité judiciaire, permettez-moi de vous dire que par rapport aux sanctions des magistrats en soi, nous trouvons que les sanctions ne sont pas forcément au rendez-vous. Ensuite, par rapport au détournement de biens publics, détournement de fonds, il y a un rapport qui a été établi par la NFD qui démontre qu'il y a environ 3 126 millions de détournements de deniers publics et seuls 6% ont été recouvrés. Et aucune sanction. Encore une fois, je continue. Par rapport à l'impunité des fonctionnaires, voilà. Concernant la ACJ, excusez-moi s'il y a des membres de la ACJ, mais nous trouvons que la procédure est assez longue et qu'au final, elle n'aboutit à rien. Et que si on compare la procédure normale pour les fonctionnaires normaux, celui-là, il finira en mandat de dépôt le jour même et l'autre finira au bout de 3 ans, rien du tout. Encore une fois, excusez-moi du fait que je sois un peu direct. Et par rapport à l'immunité parlementaire, les élus aussi disposent de cette immunité parlementaire, excusez-moi encore de le dire. Oui, dernière minute. L'immunité parlementaire, les élus actuellement bénéficient d'immunité parlementaire et cette immunité ne peut être levée dans l'exception du flagrant délit. Et la définition de flagrant délit, si vous êtes juriste, elle peut encore varier d'une personne à une autre. Et je continue. La politisation de l'administration, la patrimonialisation de l'administration, notamment l'utilisation de couleurs. On a vu durant les 10 dernières années, on a vu de la couleur rouge, bleu, et là aujourd'hui orange. La politique a pris le dessus sur le technique. Les techniciens, la méritocratie, elle s'est perdue. Et j'ose dire que certains corps qui sont censés être neutres ont perdu tout au long de leur neutralité. Enfin, l'accès à l'information, qui est un droit constitutionnel, là, est encore perdu. Et par rapport à l'effectif, la fiabilité des informations, un rapport qui a été établi par le MEF, qui a fait le rapprochement à travers le logiciel Augure et l'effectif du niveau de fonctionnariat, qui dit qu'on est actuellement aux environs de 187 998 agents de l'État, alors qu'en réalité, sur la loi de finances rectificative, nous sommes actuellement à 221 353. Je vous laisse deviner la suite.
Donc ce que nous proposons en termes d'amélioration, c'est de mettre en place une politique du numérique, tout comme on l'a fait en Europe, comme l'avait fait le député Cédric Villani, c'est-à-dire démocratiser l'accès à l'outil Internet qui est encore cher jusqu'à maintenant, définir les axes stratégiques du numérique, notamment en définissant ce qu'il faut faire par rapport à l'éducation en termes d'économie, l'éducation, la défense, s'engager sur un partenariat gouvernement ouvert, et puis, parce que c'est l'homme qui guide la plupart des politiques publiques, faire en place que nous ayons la bonne personne à la bonne place. Tant que réviser la Constitution, nous, en toute humilité, on reconnaît que la ACJ a une place importante, mais au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons pas l'efficacité, nous proposons la suppression de la ACJ. Nous proposons également le suivi parlementaire citoyen et, pour finir le tout, mettre en place le décret portant création de l'agence sur le recouvrement des avoirs illicites pour que les détournements de biens publics, les détournements de biens publics puissent retourner à la caisse de l'État, renforcer l'application de la loi. Et le plus important, peu importe si on adopte tellement de lois, que les citoyens ne connaissent pas ces lois-là, il faut encore les vulgariser. Voilà. La course était longue. Merci beaucoup à vous pour votre attention.